Les enfants sont rois, dernière partie. La colère n'a pas toujours été là. Elle est venue le jour où Kimi a voulu savoir, où elle a commencé à fouiller, le jour où elle a retrouvé les articles des grands quotidiens de l'époque sur le procès d'Élise Favart, le jour où, dans les comptes rendus d'audience rédigés par une chroniqueuse judiciaire renommée, elle a découvert que tout au long du procès, sa mère n'avait pas regardé une seule fois Élise. Durant toutes ces journées, au dire de plusieurs témoins, Élise avait cherché le regard de son ancienne amie sans jamais le trouver, même quand, d'une voix brisée, elle lui avait demandé pardon. C'est en lisant ce détail, il y a quelques mois, que la colère s'est réveillée. Avant cela, elle était silencieuse, ou bien elle prenait d'autres formes, secrètes et souterraines. Ce soir, Kimi termine de parcourir le dossier que Clara Roussel lui a confié. Elle découvre ces mots de petite fille, la manière dont elle a relaté, à 2 reprises, les 8 jours passés chez Élise. Elle est soulagée. Dans les procès-verbaux, tout est noté. Ses hésitations, ses silences, son attachement manifeste à la jeune femme. Elle y décrit une parenthèse sans heurts, sans peur. Puis elle raconte cette dernière soirée, évoquée par Élise au cours de sa première audition, cette soirée où elle a compris que quelque chose ne tournait pas rond. Glissée à l'intérieur d'une chemise, une photo de la fresque peinte avec Iliane la submerge. La colère reflue un instant. Dans le PV de synthèse fourni par Clara, il est mentionné qu'au lendemain du retour de Kimi, ses parents ont demandé au président d'Enfance en danger de restituer sur le champ les 500 000 € versés sur le compte de l'association. Ils n'avaient pas posté la vidéo demandée, rien ne les obligeait à maintenir leur don. Kimi a refermé le dossier. La colère est revenue et l'a emporté. Chaque matin, le réveil sonne et Mélanie file dans sa salle de bain pour se rafraîchir. Elle passe un coton imbibé d'eau de fleurs sur son visage, se coiffe, applique un produit anti-cerne sous ses yeux, un léger blush sur ses pommettes, puis retourne se coucher. Depuis son lit, elle déclenche alors la transmission en direct de sa vie quotidienne. Sur Share the Best, la journée commence. Le réveil sonne de nouveau, elle s'étire dans un ray de lumière. Elle s'assoit dans son lit et dit bonjour à ses abonnés. Grâce au même boîtier minuscule qui tient dans une main, elle pilote l'ensemble du dispositif. Elle active ou désactive les micros à distance et peut commuter elle-même d'un axe à l'autre. Entre la maison et les extérieurs, une 20aine de caméras ont été installées, chacune étant capable de détecter et de suivre les mouvements dans un périmètre de 4 ou 5 mètres. C'est fou les progrès techniques qu'ils ont faits. Le boîtier est l'équivalent du mélangeur autrefois utilisé en régie par les réalisateurs de télévision. Elle n'a même plus besoin de porter un micro sur elle. Le matériel de prise de son, disposé un peu partout dans la maison, est suffisamment puissant pour capter et transmettre des chuchotements à plusieurs mètres de distance. Et la fonction vlog, plus récente, lui permet à tout moment de s'adresser à son public. Il lui suffit de regarder de face une caméra pour que ces images soient prioritaires en diffusion sur toutes les autres. Ces paroles sont alors lisibles sur un bandeau, transcrites en direct par un système de dictée vocale, afin que les abonnés puissent en bénéficier où qu'ils soient, même lorsqu'il leur est impossible d'activer le son. Elle trouve ça merveilleux. Mélanie vit désormais dans une sorte de loft, réservé à elle seule, dont les autres concurrents auraient été éliminés. Voilà à quoi elle a songé l'autre soir, au moment de se coucher. Un loft qu'elle pilote en main de maître,
dont elle est à la fois la productrice, la réalisatrice et l'actrice principale. Sa ligne éditoriale est essentiellement axée sur la vie pratique et domestique, mais elle ne néglige pas les aspects psychologiques. Ses états d'âme, ses réflexions et ses aphorismes à connotation philosophique sont très appréciés des abonnés, et elle se documente beaucoup pour enrichir ses propos. Une fois par mois, le jeudi soir à 20h45, c'est le Live Dream. Parmi des centaines de candidats, elle choisit quelques abonnés de Mel Inside pour un dialogue en direct avec elle. Elle écoute avec attention, répond avec compassion, généreuse en conseils et en confessions. Bruno se joint parfois à la rencontre. Il intervient sur les questions plus masculines, choix des robots domestiques, sécurité et protection de la maison, entretien de la piscine, généralement à la demande des époux. Ces derniers temps, Bruno se fait prier pour participer. Mais Mélanie insiste, sa communauté l'adore, et l'audience grimpe quand il est là. Les gens ont besoin de rêver, de voir un beau couple comme eux, stable, fusionnel. Cela les rassure, cela leur fait du bien. Elle fait du bien aux gens, voilà tout. Elle est devenue une fée moderne, oui. Elle n'a pas besoin de baguettes magiques, seulement de quelques caméras et de beaucoup d'amour à donner. Depuis 2 ans, au moment des fêtes, Mélanie diffuse un best-of de sa vie, un véritable feu d'artifice qui bat tous les records d'audience. Après avoir dégusté son petit déjeuner, un rituel sponsorisé par une marque de confitures allégées dont elle doit veiller à bien montrer les étiquettes, Mélanie prend sa douche. Pendant ce temps, la transmission est interrompue et un album souvenir remplace le direct. Son premier assistant s'occupe de ses montages, réalisés à partir d'images filmées du temps où Kimi et Samy étaient petits. Sur une musique nostalgique libre de droit, Wilfried mêle les archives avec beaucoup de sensibilité. Pique-nique, sorties dans les parcs d'attractions, vacances, rencontres avec les fans. Pour la plupart, les abonnés de Mel Inside ont connu à Pierre-Écré et adorent revoir ces moments. Ils sont bouleversés. Dès qu'elle est habillée, elle reprend le live. Sur un ton de confidence, elle révèle le nom des marques qu'elle porte, elle change de tenue tous les jours et ne remet jamais 2 fois le même vêtement. Puis fait mine de se maquiller pour la première fois de la journée, partageant avec sa communauté les produits qu'elle utilise et vantant avec enthousiasme leur mérite. Elle doit ensuite déguster un premier expresso de la gamme Friendly. Son contrat stipule 2 dégustations par jour. Après 20 ans de positionnement haut de gamme et des capsules présentées comme des pierres précieuses dans des écrins, la marque est revenue à un positionnement plus familial, plus respectueux de la nature et compte dorénavant sur elle pour atteindre une cible plus next door. Le problème, c'est que son médecin lui a déconseillé de boire du café, à cause de ses nerfs. Alors, quand elle le peut, très discrètement, elle ne termine pas sa tasse, ou, d'un geste furtif, la verse dans l'évier. Ce matin, alors que Mélanie termine de s'habiller, elle ne retrouve pas son énergie habituelle. Une fatigue légère ou une baisse de tension, songe-t-elle, retardant le moment de reprendre le direct. Depuis quelque temps, elle a l'impression qu'elle traverse les montagnes russes. Tantôt elle se sent pleine d'énergie, excitée comme une puce, tantôt elle se sent épuisée et anormalement abattue. La dernière fois qu'elle l'a consulté en visio, le docteur Rock l'a trouvée fatiguée, mais les constantes enregistrées par sa montre sont normales. Il a parlé de fatigue psychique. Heureusement, Wilfried prévoit toujours une marge de sécurité dans les montages d'archives. Elle dispose donc d'au moins 20 minutes devant elle. Elle se laisse aller, le regard un peu dans le vague,
puis décide d'allumer la radio pour entendre quelques nouvelles qu'elle pourra éventuellement commenter dans la journée. Les Happy Few, comme elle les appelle dorénavant, aiment avoir son avis sur les grandes questions qui agitent la planète. Le journal de 20 heures vient de commencer. Elle écoute les premiers titres, puis son esprit s'échappe et vagabonde. Elle pense au programme de sa journée, aux variantes qu'elle pourrait trouver pour sa routine du matin, au contrat qu'elle s'apprête à signer avec une grande marque de maquillage, à l'angle de la caméra numéro 8, beaucoup plus flatteur pour son profil que la numéro 9, lorsque la voix du journaliste déchire brutalement la bulle dans laquelle elle s'est réfugiée. Nous apprenons à l'instant que Kimi Dior, ex-star de YouTube, assigne ses parents en justice pour atteinte au droit à l'image, violation de la vie privée et mauvaise décision éducative. Kimi Dior est aujourd'hui le 5e enfant influenceur qui porte plainte contre ses parents à sa majorité. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans le journal de 13 heures, mais nous avons d'ores et déjà pu recueillir les explications de Maître Buisson, avocate au barreau de Paris, qui assiste plusieurs ex-enfants influenceurs et youtubeurs, notamment Little Dorothy, âgée de 22 ans, dont la fortune est estimée à 4 millions d'euros et qui accuse son père de ne pas avoir respecté la loi. Sans réfléchir, Mélanie éteint la radio. Pendant quelques secondes, dans ce silence, elle peine à retrouver son souffle. Elle n'est pas sûre d'avoir bien entendu. Elle a du mal comprendre. Elle tape quelques mots-clés sur son téléphone, constate avec horreur que le communiqué de presse a déjà été repris des dizaines de fois. Kimi, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas reprendre le direct. Elle en est incapable. Elle a déjà vécu l'emballement médiatique. Elle sait ce qui l'attend. Le montage de Wilfried tourne encore. Il faut qu'elle le prévienne, afin qu'il prenne la main sur la diffusion et enchaîne sur d'autres archives. Mais pour l'instant, elle n'a pas la force. Il faut qu'elle se calme. Sa fille, sa petite Kimi les attaque. Elle se sent horriblement seule. Bruno est parti à l'aube pour visiter un showroom de jacuzzi afin de choisir un modèle parmi ceux que la marque a proposé de leur offrir pour leur jardin. Est-ce qu'il le savait et il le lui a caché? Ou bien c'était ce courrier recommandé qu'elle n'est pas allée chercher à la poste? Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas le croire. Sa petite Kimi les attaque. Un SMS de Wilfried la sort de sa torpeur. Il prend le relais. Elle va rester assise et attendre son mari, dans ce silence. Ses chéris vont s'inquiéter. Elle va recevoir des tas de messages, parce qu'ils s'affolent pour un oui ou pour un non. Tant pis pour ses chéris. Pour une fois, merde, ils peuvent bien patienter. Il ne faut quand même pas exagérer. Elle donne déjà beaucoup. Ses chéris sont parfois très chiants. Elle va boire du café. Tant pis, elle s'en fiche. Elle se sent si fatiguée. Tiens, oui, elle va tester toutes les capsules. Les jaunes, les vertes, les roses et surtout les dorées, plein de dorés. Elle est une fée, après tout, elle n'a pas peur. Les fées ne peuvent pas être atteintes. Les fées n'ont peur de rien. Les fées savent ce qui est bien et ce qui est mal. Les fées sont au-dessus des contingences du monde et des viles attaques que celui-ci engendre. Les anciens de la police judiciaire l'appellent l'académicienne pour perpétuer la tradition. Mais depuis le spectaculaire et fracassant retour d'un animateur grammairien des années 70-80 sur la plateforme Vintage, et bien que ce dernier soit tout à fait mort depuis longtemps, les plus jeunes appellent Clara Maître Capello. À la crime, comme ailleurs, on se lance des défis et on prend les paris. Il s'agit le plus souvent de placer dans un procès-verbal un mot incongru ou une expression improbable,
généralement tirés au sort. Son nouveau groupe est très amateur de ce genre de jeu. Il faut bien faire diversion. L'autre jour, Clara a dû placer le mot pulvérulent, relativement facile, dans une synthèse transmise au parquet. La fois d'avant, elle était tombée sur saperlipopette, plus périlleux. Cette fois, elle a dû glisser houspiller, un rien désuet, mais efficace, dans un PV de synthèse. Elle gagne à tous les coups. Toute la journée, elle a suivi une e-formation sur le comportement non verbal avant agression. De retour chez elle, Clara allume la radio. Elle ne s'est jamais convertie aux chaînes d'information continue et en dehors du journal télévisé et de quelques magazines quotidiens, le programme des chaînes hertziennes ou de la TNT ont presque tous disparu. Alors qu'elle ouvre son réfrigérateur pour voir ce qu'elle pourrait manger, le nom de Kimi Dior attire son attention. Elle s'approche des haut-parleurs pour écouter. Une voix de femme, assurée, experte, apporte, semble-t-il, quelques précisions. Les procès intentés aux parents ne concernent pas seulement les ex-enfants stars. Le mouvement de déconnexion et de réduction des traces ne cesse de progresser parmi les jeunes. En entrant dans l'âge adulte, un certain nombre d'entre eux prennent conscience qu'ils sont déjà lestés d'un lourd passif numérique, les privant de tout espoir d'anonymat. Au nom du droit à l'image et de la virginité numérique, ils ont alors recours à la justice pour exiger de leurs parents le retrait des photos ou vidéos d'eux, publiées et taguées toute leur enfance sur les réseaux sociaux. Certains vont même jusqu'à réclamer des dommages et intérêts. La journaliste, dont la voix est familière, reprend la parole. Revenons à l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, celle de Kimi Dior. Elle attaque ses parents pour atteinte au droit à l'image et mauvaises décisions éducatives. Je m'adresse à vous, maître Corinne Buisson. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Légalement, jusqu'à ses 18 ans, le droit à l'image d'un enfant revient à ses responsables légaux. Ils en sont les protecteurs, pas les détenteurs. D'une manière générale, l'autorité parentale doit être exercée dans l'intérêt de l'enfant. Certains parents n'ont pas conscience que leur enfant est né avec son propre droit à l'image. Ils se comportent comme s'ils en étaient les propriétaires. Les parents qui sont assignés aujourd'hui non seulement n'ont pas protégé ce droit, mais pour certains, on peut considérer qu'ils en ont abusé. Je rappelle qu'une loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants influenceurs sur les plateformes en ligne a été votée en 2020. Cela revient-il à dire que celle-ci n'a servi à rien ? Non, je ne dirais pas ça. La France a été la première à légiférer, c'est un symbole important. Cela a permis de dire aux parents « Attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ». Certains ont fait marche arrière, mais comme souvent, nous ne nous sommes pas donné les moyens de faire appliquer la loi. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle ? L'avocate prend son temps avant de répondre. D'abord, la loi limite la durée journalière de tournage selon l'âge des enfants. Sur ce point, elle s'est fondée sur le régime appliqué aux enfants du spectacle. À titre d'exemple, elle autorise un enfant de 6 ans à tourner 3 heures par jour et un enfant de 12 ans à tourner 4 heures par jour. Quand il s'agit d'une séance photo ou d'un tournage de cinéma, par définition limitée dans le temps, cela fait sens. Mais à l'échelle d'une enfance entière, lorsque les enfants sont filmés tous les jours par leurs parents, c'est autre chose. Ensuite, vous évoquiez le contrôle. Mais quelle famille a vu débarquer un inspecteur du travail au cours des dernières années ? En ce qui concerne les aspects financiers, il y a quand même une véritable avancée. Écoutez, je ne vais pas détailler sur votre antenne les moyens de contourner la loi.
Ils sont nombreux et la plupart des familles concernées n'ont pas tardé à les découvrir. Je ne vous donnerai qu'un exemple. L'une des chaînes leaders du secteur a mis en scène deux petits garçons jumeaux pendant plusieurs années, générant ainsi des millions de vues et quelques millions d'euros. Le dispositif financier a été révélé par un site d'information. Le responsable légal est passé par une agence de mannequins pour rétribuer ses fils, déclarant et payant un nombre d'heures chaque semaine dans la limite réglementaire. Ces cachets ont été déposés sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, comme l'exige la loi. Mais le parent, se considérant comme auteur, réalisateur et producteur des vidéos, ce que, de fait, il était, et ayant par ailleurs investi dans le matériel nécessaire à la production de ces vidéos, a continué de percevoir l'essentiel des sommes payées par les marques et des revenus générés par YouTube. Et qui prétend contrôler cette répartition? C'est un exemple, et je ne parle pas du vlogging familial, de plus en plus développé, où la famille tout entière est mise en scène, et où l'enfant n'est même plus considéré comme un comédien, mais comme un figurant, échappant ainsi totalement au cadre législatif. Je me tourne maintenant vers vous, Santiago Valdo. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, et vous alertez depuis longtemps sur les dommages psychiques de cette exposition précoce. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Le désir de l'enfant a été formaté dès le plus jeune âge, et il a fini souvent par croire lui-même que c'était sa volonté. En réalité, il n'a pas eu le choix. Il était prisonnier des enjeux affectifs qui le lient à ses parents, auxquels se sont vite ajoutés des enjeux économiques, puisque la plupart de ses familles vivaient de ses revenus. En outre, ces jeunes, qui aujourd'hui portent plainte, ont été conformés très tôt à des exigences auxquelles un enfant ne devrait pas avoir à se soumettre. Séduire, faire de la promotion, répondre à ses fans, contrôler son image, etc. Pour beaucoup, ils en paient aujourd'hui le prix fort. En quoi est-ce préjudiciable pour les enfants? On constate qu'ils ont une confiance limitée en leurs propres parents et qu'ils peinent à construire des rapports sains avec leur père. On observe par ailleurs une grande solitude à l'âge adulte, une grande fragilité par rapport à l'addiction et parfois d'autres symptômes beaucoup plus sévères. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais il y a toujours eu des enfants stars. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Jordi, Britney Spears, Macaulay Culkin, Daniel Radcliffe. Chaque génération a ses icônes. Parmi les noms que vous citez, certains effondrements psychologiques sont notoires. La différence, car il y en a une, c'est que pour celles et ceux dont nous parlons aujourd'hui, mis en scène dès leur plus jeune âge sur YouTube ou sur Instagram, il ne s'agissait pas de tourner un film ou une série, d'en faire la promotion, puis de rentrer chez soi. Non, il s'agissait de jouer son propre rôle, tous les jours, à la maison, dans sa propre chambre, dans son salon, dans sa cuisine, avec ses vrais parents. Attention, je parle bien d'un rôle, car en réalité, on n'est jamais soi-même devant une caméra. C'est fatigant de jouer un rôle, vous savez. Je signale néanmoins que certains de ces enfants ont une réussite spectaculaire. Le fils cadet de la bande des Doudous est aujourd'hui un acteur reconnu, et la fille aînée de Minibus Team a eu un parcours exceptionnel. Je ne dis pas le contraire. Heureusement, certains enfants, même parmi les plus exposés, s'en sortent. Une pause musicale succède à l'échange. Clara en profite pour s'asseoir. À la fin du morceau, le journaliste reprend la parole. Il y a quelques mois, Pablo the Boss a obtenu de sa mère d'importants dommages et intérêts, ainsi que la destruction ou la mise sous séquestre de toute image le concernant. Cette mère avait filmé et publié toutes les étapes de son enfance, la vidéo la plus notoire restant celle où, imitant une envoyée spéciale dépêchée sur le lieu de l'événement, elle informait les abonnés de son premier caca sur le pot,
Je cite, la vidéo a fait plusieurs millions de vues. De même, on peut s'attendre à ce que pas mal de bébés filmés par leurs parents dans le cadre du fameux Cheese Challenge exigent un jour le retrait de ces vidéos. Je rappelle que ce défi, qui a rencontré un succès international, consistait à jeter une tranche de fromage fondu au visage de son bébé et de filmer sa réaction. Santiago Valdo, peut-on dire que ces jugements récents en faveur des enfants sont un bon signe? Oui, bien sûr, mais le droit à l'oubli était prévu dans la loi votée en 2020. La vérité est qu'il est inapplicable. Les images de ces enfants ont été reproduites et commentées à l'infini. Elles ne s'effaceront jamais. Sur Internet, vous le savez, rien ne s'efface. Et pour le coup, la loi n'y peut rien. Merci, Santiago Valdo, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes psychiatre psychanalyste et auteur de l'ouvrage En cas d'exposition prolongée aux éditions. Clara éteint la radio. Elle s'abîme dans ses pensées. Bouger quand quelque chose se présente, quand le vent change de sens, quand c'est le bon moment. Elle compose le numéro de Cédric Berger et avant même de le saluer, lui dit « C'est d'accord ». À l'autre bout du fil, elle entend une exclamation de joie. Puis il ajoute « Je te promets que je ne dirai plus jamais sur Paris ». Kimi s'habille pour rejoindre son frère. Comme chaque jour, une tenue neutre, passe-partout, un camouflage devenu instinctif, formes et couleurs étudiées pour se fondre dans la masse. Elle ne sera jamais libre, elle ne sera jamais invisible, elle le sait. Malgré la capuche, la casquette, les couleurs ternes et grises, il y aura toujours quelqu'un pour la dévisager avec insistance ou s'esclaffer en pleine rue. Elle ne sera jamais lavée de tous ces regards qui l'ont salie, usée, abîmée, par écran interposé. Dans la rue, elle baisse la tête, tente, par la courbure de son dos, d'atténuer sa taille. Elle a rentré ses cheveux blonds dans un bonnet noir. Samy habite l'une de ces grandes tours du 13e arrondissement que l'on voit depuis le boulevard périphérique, au 20e étage, a-t-il précisé. Il ne voulait pas sortir, et elle a eu beaucoup de mal à le convaincre de la laisser venir. Au téléphone, elle l'a senti inquiet, fébrile. Elle sait décrypter, malgré la distance et le temps passé, les plus infimes inflexions de sa voix. Il se méfiait d'elle, elle l'a compris. Elle a réussi à lui dire qu'elle avait besoin de lui. Elle a promis de venir sans sac et les mains vides. Jusqu'à aujourd'hui, les événements récents lui semblaient n'avoir été qu'un enchaînement instable et flou, dicté par la colère. La visite à Clara Roussel, elle s'est levée un matin, elle a bu un café et elle est partie vers le bastion. Elle n'y avait jamais pensé avant. La décision d'attaquer ses parents en justice, des impulsions. Elle se fout de l'argent, elle en a déjà bien assez. Elle veut que soient reconnus les dommages, l'enfance volée. À présent, elle sait que tout cela converge vers un seul objectif. Elle veut voir Samy, faire front avec lui. Car elle a compris une chose, elle peut vivre sans ses parents, mais elle ne supporte pas l'idée d'avoir perdu son frère. Alors qu'elle sort du métro aérien, un joli papillon virevolte autour d'elle. Elle a juste le temps d'apercevoir ses couleurs mêlées, ocre et orange, et de songer qu'ils sont devenus si rares, surtout à cette saison. Au beau milieu des bâtiments gris de la ville, elle y voit un signe de poésie ou de beauté. Le soleil n'a pas encore percé le voile laiteux et sans contour qui semble poser sur les immeubles comme un couvercle et diffuse sa lumière comme au travers d'un abat-jour. La rue Dunois est juste à côté du métro. Elle compose le code
et entre dans la tour. Dans le miroir de l'ascenseur, sa pâleur trahit son appréhension. Dès qu'elle sonne, Samy ouvre la porte. Il regarde derrière elle, comme pour vérifier qu'elle n'a pas été suivie, puis l'entraîne dans le salon. Il s'assoit sur des chaises qui entourent la petite table ronde. Elle est soudain bouleversée par cette parenté si flagrante de leur posture, les jambes croisées, et cette façon de s'amoindrir, mains posées à plat, pour ne pas tanguer. Elle commence à parler et raconte toutes ces années, celles qu'ils ont passées ensemble, celles qui les ont éloignés. C'est un flot de paroles trop longtemps retenues. Bientôt la chronologie se perd. Elle veut partager des souvenirs, elle veut rappeler les moments de douceur, elle veut lui dire combien il compte, ce qu'elle a pu faire grâce à lui. Elle veut lui dire qu'elle a compris, qu'il a souffert, lui aussi. Samy l'écoute en silence. Ils se regardent, ils ne disent plus rien. Et puis Samy lui prend les mains. Par la fenêtre entr'ouverte, un papillon entre, le même que tout à l'heure. Kimi songe un instant qu'il l'a peut-être suivi, puis se raisonne, c'est impossible. Dans un rayon de lumière, l'insecte virevolte au-dessus d'eux. Alors elle entend un léger sifflement, à peine perceptible. D'ailleurs, elle n'en est pas tout à fait sûre. L'insecte monte vers le plafond, elle lève les yeux, et l'espace d'un instant, c'est étrange, il lui semble voir une minuscule caméra fixée entre ses ailes. Une fois la nuit tombée, elle aime regarder son propre reflet dans le panneau noir de la baie vitrée. D'habitude, c'est l'heure à laquelle elle s'installe sur son canapé, face à la caméra numéro 3, pour partager avec ses abonnés son humeur, ses impressions et ses remarques sur l'actualité. L'occasion aussi de délivrer quelques conseils de vie pratique ou de développement personnel, car Mélanie s'initie depuis peu aux 3 V, une nouvelle méthode de psychologie positive basée sur 3 principes fondamentaux: voir, vouloir, vaincre. Elle se dirige ensuite vers la cuisine, commence à préparer le repas, s'acquittant ainsi des quelques obligations auxquelles elle est soumise en matière de placement de produits. Mais aujourd'hui, elle se tait. Aujourd'hui, elle n'a rien fait. Depuis hier, elle n'a pas repris le direct, provoquant un véritable mouvement de panique parmi ses fans. En quelques heures, les commentaires, les questions et les supplications se sont multipliés sur tous ces réseaux, chacun y allant de son hypothèse ou de son explication. Elle ne peut pas répondre, c'est au-dessus de ses forces. Elle a besoin de ce silence. De quoi peut-il être fait? Elle l'ignore. Il y a si longtemps qu'elle vit dans le bruit qu'elle doit produire elle-même pour satisfaire ceux qui l'aiment. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne peut plus entendre ces mots. Procès, loi, assigné, justice, qui lui donnent envie de vomir. Tout cela est si injuste. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas comprendre qu'elle a toujours fait de son mieux, qu'elle a sacrifié sa vie intime, sa jeunesse, pour que ses enfants soient célèbres et heureux? Enfin, elle n'a tué personne. Ce soir, elle se contentera de poster un message écrit pour s'excuser de l'interruption momentanée de la diffusion. Elle pourrait intituler ce message « Bye bye les chéris » ou encore mieux « Fuck you les chéris ». Ah, ce serait si drôle. Elle leur dirait « Allez voir là-bas si j'y suis » ou « Lâchez-moi la grappe » ou « Mêlez-vous de vos oignons » comme disait sa mère. Tiens, sa mère, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ce serait si drôle, oui. Fuck les chéris. Oh là là, tellement drôle. Enfin non, il ne le prendrait pas très bien. Bruno n'est pas rentré. Hier, dans l'après-midi, alors qu'elle avait cherché à le joindre plusieurs fois sans succès,
Il avait fini par lui téléphoner pour la prévenir qu'il dormirait à l'hôtel. Elle a d'abord cru qu'il avait été retenu sur place ou qu'il était bloqué sur la route. Mais après un silence interminable, pendant lequel elle entendait sa respiration amplifiée, saccadée, il a avoué qu'il ne voulait plus rentrer chez eux, à la maison. Il a dit « C'est terminé, Mélanie. Je ne veux plus vivre comme ça. » Elle a d'abord pensé qu'elle avait mal entendu, puis il a répété la même phrase, avec cette voix sourde, étouffée. « C'est terminé. » Bruno, son socle, son roc, son plus fidèle soutien. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à la vidéo qu'elle tournera, peut-être demain, si elle se sent mieux, et qui pourrait bien marcher. Les femmes de plus de 40 ans voient leur mari s'envoler, ou bien les femmes finissent toujours par se battre seules. Mais non, c'est absurde, elle ne doit pas s'affoler. Bruno a juste besoin de prendre du recul. Ce n'est pas définitif. Il rentrera demain, pour discuter. Il veut respirer. Respirer, il a raison. D'ailleurs, elle va brancher le nouveau diffuseur d'huiles essentielles, fourni par la marque BioLife. Un parfum de fleurs, de forêt, de sous-bois. Un vrai baume, délicieux. En fait, elle ne se sent pas très bien. Pour la première fois, elle n'arrive pas à gérer les priorités, et tout se mélange. Elle a un peu mal à la tête et au cœur. Elle a peut-être bu trop de café. Aujourd'hui, Kimi les attaque, et c'est presque pire que sa disparition. Bruno est blessé, voilà tout. Mortellement blessé. Il craque, il y a de quoi. Mais il va se reprendre, elle le sait. Elle est une fée, et Bruno un gros nounours. Oui, c'est ça, la fée et le nounours. C'est si drôle, c'est à mourir de rire. Elle doit tenir pour deux. Le titre de sa prochaine vidéo ne doit rien céder au chagrin. Au contraire, il doit être positif, plus que jamais. Faire front dans la tempête serait un titre magnifique. Ou bien, un coup de vent ne suffit pas pour abattre un arbre. Oui, elle va en parler avec lui. Cette fois, ils décideront ensemble. Et la vie reprendra, comme avant. Tout rentrera dans l'ordre. Elle ne doit pas s'inquiéter. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.